early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was. Habituelle, celle du coach Tandara, la gym, avant la gym, le bulletin météo et après 7h30, le bulletin d'info de votre matinale Kinkeliba. Vos réactions et commentaires, nous les attendons comme à chaque fois que nous sommes en direct sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Ce matin encore, je voudrais remercier tous les lève-tôt qui nous regardent au Sénégal ou ailleurs. Merci de votre curiosité. Le sommaire est complet et on démarre tout de suite en découvrant les prévisions du jour. Voici le bulletin météo. Dans un petit moment, la suite ce sera en studio. A tout de suite. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. Un temps calme est attendu au courant de cette journée, donc pas de pluie, avec toutefois un ciel qui sera peu nuageux sur le pays et une forte sensation de chaleur notée dans les localités est au courant de cette journée. Donc avec l'animation satellite, nous pouvons voir que le ciel sera peu nuageux avec par moments des éclaircies qui seront notées et un vent qui va souffler depuis l'océan sur les régions proches de la côte et des passages de nuages qui seront donc notés dans les localités sud du pays. Les prévisions de la journée mettent en exergue carrément une partie est qui est assez chaude, avec des pics de 41 degrés attendus dans le sud-est du pays entre Tambacounda et Kédougou. Mais les valeurs maximales seront de 42 degrés à Kaffrine, à Bakel et encore à Matam. Et vers le centre du pays, une sensation relative donc de chaleur, il sera noté avec des pics de 38 degrés à Diourbel, 39 à Fatick. Et vers l'ouest du pays, carrément à Dakar, nous aurons un pic de 28 degrés qui sera le mini, avec également Saint-Louis qui enregistrera la même valeur. Donc une clémence est à noter au niveau de ces deux localités pour la période. Donc le tout avec un ciel qui sera peu nuageux, des moments d'éclaircie et des passages de nuages qui seront notés dans les localités sud du pays. Donc chers téléspectateurs, il fera chaud. Il fera toujours chaud dans la moitié est du pays avec les plus fortes valeurs de température attendues entre Matam, Bakel et Kaffrine et des températures assez clémentes enregistrées à Dakar mais aussi à Saint-Louis au courant de cette journée, témoignant d'une clémence qui sera notée et un ciel qui sera peu nuageux à passagèrement nuageux dans les localités sud du pays. Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à votre bulletin météo. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Bienvenue chez nous si vous nous rejoignez juste à l'instant. Et je vous l'ai annoncé, jusqu'à 8h, l'équipe vous accompagne dans votre routine matinale. Après les prévisions du jour, où on découvre évidemment qu'il fera chaud un tout petit peu partout dans le pays, je vous invite à suivre les pas du coach Tandara. C'est l'heure de la gym sur votre matinale. Dans un petit moment et après les exercices du coach Tandara, vous découvrirez les sujets que nous aborderons ce mardi matin. A tout de suite. Mesdames et messieurs, merci à vous tous. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Nous sommes aux Parcelles Assainies avec cette magnifique salle et donc la salle Sport 3B. Et qui c'est qui nous reçoit aujourd'hui avec notre ami le coach Mansour qui donc va travailler avec le coach Bou. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, après le cardio du lundi, aujourd'hui, eh bien, nous allons entamer d'autres ateliers. Et ainsi donc, avec la barre, je peux même dire la barre olympique, on a le disque, mais aussi on a le tapis, une sorte de circuit training avec les deux coachs, vous allez bien apprécier. Et cela dit, je donne la parole au coach Bou, évidemment, pour quelques mots, et après quoi, on va revenir. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici en deuxième jour de semaine pour vous présenter notre capsule qui va porter sur le renforcement en circuit training
méthode d'entraînement qu'on va faire ici au 3B Sport. Donc la salle qui se trouve au niveau des parcelles, comme l'a si bien dit coach Tandaha hier. Donc on est là censé présenter nos capsules de cette semaine-ci ici. Pour le circuit training, donc c'est une méthode d'entraînement qui joue sur l'intensité, le temps de travail et en même temps l'optimisme par rapport au nombre de calories brûlées. C'est dans ce sens-là qu'on utilise ce qu'on appelle le circuit training. Très rapidement, on va passer avec coach Mansour pour nos... Puisque c'est passionnant quand vous changez d'atelier, mesdames et messieurs, pour travailler certaines parties du corps, les membres inférieurs, supérieurs, mais aussi certains faisceaux musculaires, eh bien dites-vous que ça vous fait du bien. Le sport, comme dirait l'autre, évidemment, une véritable épidémie de santé. C'est pourquoi je vous exhorte, mesdames et messieurs, eh bien, à pratiquer le sport régulièrement, l'activité physique, évidemment, pour une très très bonne santé, mesdames et messieurs. Je vous recommande de ne pas laisser. Et comme le dit l'Organisation mondiale de la santé,
30 minutes de sport par jour, ça suffit largement pour conserver une très bonne santé. C'est en tout cas l'entretien qui va vous permettre, mesdames et messieurs, de conserver la bonne santé physique. Alors cela dit, à demain, Inch'Allah. Retour en plateau, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Il est très exactement 6h42. L'équipe est donc bien installée. Bonjour Hassan. Bien réveillé au taquet ce matin? Oui, très bien, comme d'habitude. Bonjour Alioune, ravi de te retrouver. Deuxième numéro de la semaine. C'est partagé, ma chère. Hein, et très heureux de retrouver mon ami, mon frère olympien. Hein. Voilà, et pas madrilène. Voilà. J'ai pensé qu'Hassan allait nous dire très bien, parce que je l'ai vu gibuler avec la victoire du Real, hein, véritablement. Je crois que c'est sûr, c'est seulement ce sujet-là que vous ne vous entendez pas. Il est barcelonais. C'est le seul sujet. Oui. Le seul sujet. Et je fais tout pour le ramener oui, à la Maison Blanche. Parce que ça va être trop difficile, ça. Il ne mérite pas les défaites. Et quand on ne supporte pas le Real, on est souvent désavantagé. C'est vrai que quoi qu'il arrive, au final, c'est toujours le Real qui passe. On se demande d'ailleurs c'est quoi le secret. Et ils sont plus sur les statistiques, alors que nous, c'est vraiment la beauté du jeu qui nous... Ça fait 15 titres dans tous les cas. Qui nous fait le plus plaisir. C'est pas rien, c'est beaucoup. C'est la victoire, il faut leur enlever 7 ans, 8 ans sur ces 15 titres-là. Bon. Allez, on va présenter nos invités de ce numéro à nos téléspectateurs. Alors, nous aurons le plaisir pour ce deuxième numéro de la semaine de recevoir deux invités, chacun nous parlant d'un sujet très important, hein, la promotion des sciences, hein, donc la fête de l'excellence qui sera organisée bien sûr par l'inspection d'académie de Dakar. Et c'est pour la première fois, donc on va dire une première pour l'inspection d'académie de Dakar. Et c'est à l'occasion de couronner ces braves filles qui sont distinguées dans les mathématiques, dans les filières scientifiques. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir donc la sœur de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Madame Banmo Odile René Sadio. C'est pas Kimoun, mais c'est Sadio. Alors pour dire Banmo Odile René Sadio, responsable genre et équité de l'inspection d'académie de Dakar. Elle va nous parler donc bien sûr de cette fête de l'excellence dédiée aux sciences. Pourquoi les sciences? Pourquoi également donc couronner ces filles-là qui sont distinguées dans ces matières-là? Qu'est-ce qui est réservé aussi pour les autres, hein? La gente masculine. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec notre première invitée, Madame Sadio. Et à sa suite, un confrère, hein, une voix qui captive. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il est toujours là, hein, s'il est toujours à la radio, Abdou Diouf. Donc lui également, l'autre président donc, de la République du Sénégal, mais sur les ondes, Abdou Diouf Junior, donc que l'on surnomme affectueusement dans la presse, donc Monsieur le Président. Alors Abdou Diouf Junior qui est là sur ce plateau en sa qualité, on va le dire, hein, de président de l'association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement, un sujet qui nous passionne tellement ici sur Kenkeliba et qui passionne également notre confrère, notre collègue et ami de la RTS Matam, Ibrahim Pabi Diédiou, certainement votre ami. Donc il se dirige vers une importante activité en prélude à la journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée mercredi. Ce sera l'occasion pour nous de revenir un peu sur la partition qu'il compte jouer pour une meilleure préservation de notre environnement et pour véritablement des ressources extractives qui profiteraient à tous. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec nos deux invités, Madame Sadio et Abdou Diouf Junior. Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président. C'est ça. On s'y accaro. En attendant, évidemment, de recevoir le Président de la République sur ce plateau. Voilà, l'autre président Sérère. Comme quoi, ils sont en train de nous coloniser, les Sérères. Hein? Oui, hein. Ah ouais, là, c'est leur période de gloire. Là, ça a toujours été le cas, mon cher. Fais le calcul, tu vas voir. On va voir. Fais le calcul. Bienvenue sur Kenkeliba. Comment allez-vous ce matin? Alhamdulillah, je vais bien. Merci Sarah, merci Abbé, parce qu'on l'appelle Abbé. Abbé, oui, attention. Hein. Abbé. Voilà, pas Abbé. Le A et le B. Merci. Hassan aussi, mon cher ami, que j'ai vu depuis quelques années, quand j'étais encore à Hambourg. Madame aussi, qui a accepté l'invitation de mes collègues. C'est un plaisir de revenir à la RTS. Je me rappelle avoir été ici vers les années 2007 ou 2008, dans le cadre de cette même émission. C'était de l'autre côté du boulevard de la République. Exactement. Je n'étais pas invité, j'étais venu en tant que journaliste débutant qui venait un peu voir comment tout cela se passait. Et à l'époque, il y avait notre cher ami aussi, Abdou Bakri qui était là aussi. Donc c'est un plaisir de revenir à la maison et de pouvoir profiter
d'une tasse de Kenkeliba. C'est ça. C'est vrai que Aboubakry Ba a été le premier rédacteur en chef de cette émission. Après, le premier, après d'autres prendront le relais. Avant Nafissatou. Pape Madi, absolument. Nafissatou, Alioune Badara Kane, Toumbadja Fatema. Absolument, tout à fait. C'est une vieille aventure, Kenkeliba. Et c'est grâce évidemment à toutes ces équipes que nous sommes encore là aujourd'hui. On a la chance au Sénégal d'avoir le frère d'Harry Kane, Alioune Badara Kane, des membres de la famille de, comment il s'appelle, Neymar, avec Toumbadja Fatema et Birahim Mar. Et puis, Ban Ki-moon également, absolument, avec Ban Odile René. Et la famille, le président. Odile René. Comment allez-vous ce matin? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah, merci Hassan, merci. Je ne dirais pas AB, je dirais AB. Je suis institutrice de formation, donc pour apprendre aux enfants à lire, on passe par les sons aussi. Donc AB. AB. Voilà. Donc moi c'est Banmo Odile René Sadio, sœur de Ban Ki-moon, et je suis à l'inspection d'académie de Dakar, chargée du bureau genre et équité. C'est ça, très bien. Allez, des sujets forcément qui vont passionner nos téléspectateurs ce matin également. Je voudrais juste vous rappeler que nous sommes en direct et que nous attendons vos réactions et vos contributions également au débat sur la page Facebook RTS1 notamment. On passe à la revue des titres de ce matin. Non, juste avant, Hassan, ton sujet de ce matin. Alors, nous allons revenir sur le salon de la tech et des startups qui s'est déroulé à Marrakech du 29 mai au 31 mai. Donc dans cette ville touristique marocaine, et c'était un rendez-vous vraiment pour le Gotha de la technologie et de l'innovation. Très bien. D'autres sujets évidemment à aborder également ce matin. On va parler d'enseignement supérieur avec ces annonces du ministre de l'enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf. C'est important qu'on s'arrête dessus pour voir qu'est-ce qui va changer finalement et améliorer le système universitaire de manière générale. Et puis, je l'ai annoncé également hier, nous reviendrons sur les visites officielles effectuées par le chef de l'État au Mali et au Burkina Faso finalement. Quelle interprétation et comment voyez-vous tout cela? Avant, on passe à la une des quotidiens du jour. Sud Quotidien pour démarrer. Ce matin, notre revue des titres avec la lutte contre le trafic de bois. Le Sénégal, toujours à la traîne, peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin, quand les différentes initiatives peinent à endiguer le phénomène. Et justement, à la page 6 et 7 de ce quotidien, nos confrères reviennent justement sur les différentes initiatives prises par les précédents gouvernements pour essayer d'endiguer ce fléau dans les régions sud et sud-est et de continuer justement, malheureusement, malgré toutes ces initiatives, j'allais dire, le trafic continue de grignoter les dernières réserves forestières du Sénégal. Ça, c'est un sujet forcément sur lequel vous avez envie de réagir, Abdou Diouf Junior. Oui, avec beaucoup de plaisir parce que ce n'est pas la première fois que les collègues travaillent sur ces sujets-là. Ce n'est pas la première fois que les journalistes alertent, que les environnementalistes alertent. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solutions pérennes qui sont trouvées à ce fléau-là. Et c'est extrêmement grave comme situation. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'on a l'impression que nos États n'ont pas assez de solutions par rapport à cette problématique qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, qui a été dénoncée un peu partout à travers le monde. Mais jusque-là, on n'a pas senti un peu de vraies solutions mais à sur cette problématique. question-là, le Sénégal ne peut tout seul arriver à trouver, j'allais dire, de véritables solutions sans la contribution de la Gambie finalement. Parce Justement, que sur ce dossier, on est liés. Oui, le paradoxe, c'est que comment la petite Gambie, qui n'a pratiquement pas de forêt, n'a pas du tout, devient l'un des premiers pays exportateurs de bois en Afrique de l'Est, ça pose problème. Ça veut dire que c'est le bois sénégalais qui transite par la Gambie et que l'on exporte surtout dans les pays asiatiques, notamment la Chine. Donc ça veut dire que forcément il y a des complicités du côté gambien, mais également chez nous, il faut également qu'on puisse se dire la vérité. Si ce trafic-là prospère, c'est parce qu'également il y a certaines communautés dont les actes sont un peu coupables, c'est-à-dire qui sont un peu dans la passivité, voire même dans la complicité. Absolument. Parce que moyennant bien sûr certaines rétributions, on sait que également certaines d'entre elles, en tout cas de ces communautés-là, s'impliquent dans ce trafic-là. Et ça parce qu'elles n'ont pas la bonne information.
elles comprennent l'avenir même de leurs enfants. Leur propre avenir même est menacé parce qu'à force de couper le bois et tout cela, un jour viendra où pratiquement ils seront aux portes du désert. Et c'est ce qui est arrivé par exemple à mon Fouta. Le Fouta aujourd'hui pratiquement, il n'y a que quelques rares espaces verts qui sont préservés dans le Fouta. Vous allez également dans le Kolda, ça, le phénomène est beaucoup plus prégnant à Kolda aujourd'hui. À Kolda, vous sentez voilà, le recul net de la forêt touffue coldoise. Ça n'existe plus maintenant dans le Kolda. Il faut aller vraiment à l'intérieur des terres pour rencontrer des espaces verts assez touffus. Et tout cela, tout simplement parce qu'il y a tellement de coupes de bois illicites à Kolda, c'est incroyable. Et pour montrer que quand les communautés veulent changer les choses, mais dans le bon sens, elles peuvent y parvenir. Par contre, vous faites le parallèle, la comparaison avec, disons, la Basse-Casamance. Là-bas, les forêts sont pour l'instant préservées. Parce que les communautés s'impliquent elles-mêmes dans la préservation de leurs forêts en Basse-Casamance. Vous ne pouvez même pas venir là-bas pour faire des trafics, en tout cas, du trafic illicite. Il est illicite. Donc, comme quoi, véritablement, il faudrait qu'on implique les communautés et qu'on puisse leur, disons, parler vitalement de ces conséquences néfastes de ce type de bois. Et ça, peut-être, ça fait partie également de vos missions à vous. On y reviendra, Inch'Allah. C'est ça. Rappelez tout simplement que ça reste également une priorité pour les autorités. Hein. Le Premier ministre a déjà eu à s'exprimer sur le sujet également. Espérons, gageons évidemment que les nouvelles solutions qui vont être proposées, les recommandations permettront d'endiguer définitivement ce fléau-là. La une du quotidien critique avec, vous l'apercevez à l'instant, la photo du Premier ministre. À un mois de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Sonko vide son sac. Hassan, tu valides ce titre ? Vide son sac. Bon, moi je sais pas, je suis un peu... c'est une expression que les journalistes aiment bien en tout cas. Vide son sac. Bon, c'est pour dire qu'il va tout dire. Ce qui n'est pas vrai de facto. De fortes décisions, des engagements fermes, une feuille de route, on ne peut plus clair sur les actes de gouvernance. C'est vrai que cette déclaration de politique générale reste un exercice très attendu. On passe à la une du quotidien L'Info maintenant sur le Conseil supérieur de la magistrature. L'UMS maintient le chef de l'État, l'Union des magistrats du Sénégal, dans ses propositions formulées lors du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice, propose le maintien du chef de l'État au sein du Conseil supérieur de la magistrature. C'est vrai que certains avaient demandé, puisqu'on parle de séparation des pouvoirs, et c'est ce que l'on veut, que le chef de l'État ne soit pas maintenu justement dans ce Conseil supérieur de la magistrature. Mais apparemment, on va vers le maintien. Hein. C'est une proposition de l'UMS. De toute façon, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous tous, on avait plaidé pour que le président puisse se retirer du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Je pense que c'est une question de bon sens. Le président, il incarne un pouvoir, l'UMS en incarne exécutif. Je ne peux pas comprendre, moi, qu'un pouvoir puisse siéger dans les instances de notre pouvoir. Pour moi, en fait, pour lever tout ce pouvoir, le président de la République, ça c'est mon avis de citoyen, parce que les citoyens également sont consultés, ils peuvent donner leur libre avis. Pour moi, le président de la République devrait se retirer donc, du Conseil supérieur de la magistrature et peut-être se faire représenter. S'il tient tant à ce que l'exécutif soit de la partie, peut-être le garde des Sceaux. Oui, peut-être le garde des Sceaux. Le ministre de la Justice. Je pense que c'est la peur de ce que certains appellent la République des juges. Donc peut-être qu'avoir un pied de l'exécutif dans ce conseil ne ferait pas de mal. D'équilibrer les choses. Abdou Diouf Junior, vous pensez quoi? Maintien Je pense que dans les deux cas, il faut surtout avoir une posture responsable. Que vous soyez pour vous, c'est le plus important, qu'il soit dedans ou pas, c'est la posture, c'est la responsabilité qui est importante. Madame Sadio. C'est ça, effectivement, que chacun joue sa partition, comme ça on avance. Très bien. Baisse le jour maintenant avec à la une également une actualité judiciaire et des affaires judiciaires notamment. Tabaski à Rebeuss, peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin. Je suis à Baisse le jour, 3 mois ferme contre Badiakhaté et voilà, on y est. Imam Dao Dorogué également sous mandat de dépôt. Les détails de cette affaire dans les colonnes de Besbi. Et ce n'est pas tout, hein. Nos confrères véritablement ce matin sont dans le judiciaire. On nous parle de blanchiment et corruption, le GIABA qui alerte sur les marchés publics, pour avoir insulté le procureur et le juge Alassane Boussonko en garde à vue. Et puis, cette saisie record de 63 kg de cocaïne à Cœur-Haïb et Fatick en 48 heures. Le centre prend une forte dose, peut-on lire. Il y a beaucoup de saisies ces derniers mois, véritablement. Il y a lieu de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nos forces de défense. Évidemment, il faut saluer ceux-là qui sont dans leur mission et qui travaillent beaucoup mieux, ou véritablement, il y a des gens qui essayent de contourner les choses et de faire du Sénégal une plaque tournante. Il y a
des questions à se poser à ce niveau-là aussi. Oui, mais moi je me réjouis plutôt de ces records saisis. Cela démontre peut-être que voilà, je verrai le tableau autrement, que nos forces de défense et de sécurité sont en train de monter en puissance. Parce que ce véhicule-là qui a été contrôlé à Cœur Aïb, c'est parce que tout simplement il y a eu un matériel de dernière génération qui a été mis à leur disposition, qui a permis de voir, de montrer un peu les caches, en tout cas, qu'utilisaient voilà, ces passeurs-là. Ces passeurs, voilà, ces trafiquants. Donc pour faire écouler de la drogue sur notre territoire, le Sénégal pourrait être aussi une zone de transit, parce que de par notre position géographique, parce que vous savez, le Sénégal est pratiquement la porte d'entrée de l'Afrique, on fait face à l'Amérique du Sud, l'une des principales zones pourvoyeuses de drogue dure à travers le monde. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait autant peut-être de saisies sur notre sol. Mais le fait de voir véritablement ces actions arrêtées par nos forces de défense et de sécurité, surtout notre police et notre douane, cela me rassure en tant que citoyen sénégalais. Et cela démontre que peut-être que voilà, leur capacité a évolué entre-temps. Et il faudrait renforcer... moins d'interventionnisme. Moins d'interventionnisme, voilà. Ça veut tout dire, ça également. Voilà, c'est ça. Moins d'interventionnisme, c'est ça. Il a été plus courageux que vous. Peut-être. Ça peut être ça également. Dans tous les cas, il y a de quoi se poser des questions et se demander véritablement qu'est-ce qui se passe, quoi. Le timing surtout. Le quotidien, justement, avec cette même affaire qui revient, la nouvelle saisie de cocaïne vers Kaolack. La série continue, voilà, je parlais de plusieurs saisies. Nos confrères ont trouvé le mot. C'est ça, c'est une série qui continue avec 30 kg le samedi à Cœur Aïb. La douane intercepte 33 kg près de Gandiaï hier, véritablement. Allez, tribune maintenant, avec à la une les déboires judiciaires de certains de nos concitoyens. Sale temps pour Dorogueye Badiakate et Imam Dao. L'homme d'affaires file en prison. Les deux derniers condamnés à 3 mois de prison ferme également. On poursuit avec la une de 24 heures maintenant sur la microfinance islamique. La pérennisation du Promise est actée. Le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire a reçu ce lundi une mission de supervision du programme Promise Sénégal envoyé par la Banque islamique de développement. C'est vrai qu'au début, il y a eu dans les journaux également certains qui annonçaient le fait que ce programme serait arrêté. Mais c'est bien que la pérennisation soit actée. Ça, c'est une excellente chose, bien évidemment. La tradition se perpétue. Il fait partie de notre quota, du quota de Kenkeliba au Conseil des ministres, le ministre de la microfinance, Alioune Dione, qui a été notre invité avant d'être à la table du Conseil des ministres comme consultant sur l'économie mouride. En tout cas, voilà les retombées du Magal de Touba, si vous vous en souvenez bien. À la veille de Magal de Touba, on l'avait fait venir sur ce plateau. Voilà, un grand économiste. En tout cas, on lui a confié un secteur qu'il maîtrise fort bien, la microfinance. Et il a écrit d'ailleurs à l'époque un livre très volumineux sur l'économie parallèle, l'économie solidaire. J'allais juste rajouter véritablement que dans l'ancien gouvernement aussi, on avait beaucoup de... Comment on les appelle finalement? Un fort quota. Le quota de Kenkeliba. Parce qu'on a la chance souvent, nos invités sont généralement touchés par la bonne grâce. Juste après le Kenkeliba, ils passent à un niveau supérieur. Et c'est ce qu'on souhaite à nos deux invités du jour. C'est ça, à tous nos invités d'ailleurs, véritablement. Parce que le casting est bien fait et on choisit bien pour avoir les experts qu'il faut pour intervenir sur différentes questions, bien évidemment. Réumi Quotidien s'intéresse ce matin à la récurrence des saisies de cocaïne au Sénégal, la drogue à la peau dure, finalement, peut-on lire à la une de ce quotidien. Là, on est plutôt à la une de Réumi Sport sur l'équipe nationale avec le forfait de Sadio Mané contre la RDC et la Mauritanie. On l'a appris hier. Source A, on poursuit la revue des titres de ce matin avec cette fois-ci Cheikh Bamba Dièye qui crache sur une partie des 1000 litres de dotation mensuelle en carburant dont bénéficiaient ses prédécesseurs de l'AIBD. Réaction radicale. Les chefs de service qui bénéficient mensuellement de 350 litres sont délesté, autant pour moi, de 100 litres. À la une également, Air Sénégal qui perd le marché des pèlerins au profit de Flynas, son directeur général déjà conduit à l'abattoir, immolation incessante. C'est vrai qu'il y a eu énormément de plaintes, même hier dans les quotidiens. Eh bien, ces plaintes-là étaient relayées dans certains journaux de la place. Yor avec Dakarnave, l'enfer des travailleurs sous-payés, le paradis des riches patrons portugais. C'est une enquête que je vous recommande vivement. Il faut lire ce dossier, pages 4
et 5 du quotidien Yor Yorbu. On avance. Je n'ai plus vraiment le temps de m'arrêter sur la une des différents quotidiens, même s'il y a beaucoup à dire. La situation alarmante des personnes vivant avec handicap à la une de Direct News ce matin. Le président Diomaye est interpellé évidemment pour agir et sur la situation de ces personnes-là. Nous invitons le président de la République à agir de manière urgente pour nous assurer un mieux-être. Et c'est important de relayer cela ce matin par également. exemple, pour que notre école soit plus inclusive. Hein. Absolument. Et je crois que ça, c'est un sujet qui vous interpelle aussi, n'est-ce pas, Madame Sadio? Effectivement, parce que là, on était en train de valider le rapport d'audit du genre du ministère. Mais là, le ministre même ne veut pas parler de ce mot-là. Il a parlé d'égalité et d'équité. Oui. Donc, on est bien dedans. On termine avec Stade, quotidien spécialisé en sport. Cette revue des titres de ce matin, 100e match avec les Lions. Si c'est à jamais le premier. Je ne donne pas la parole à Alioune. Non, faut pas. Non, Alioune, s'il te plaît. Bon, il nous a ramené le trophée. On va garder. On va vers un match contre la RDC. Bon, ce matin, on n'a pas le temps. Mais on verra. Si, entre-temps, le temps nous le permet. On va revenir sur ce sujet sport, évidemment. Le Sénégal qui affronte la République démocratique du Congo. Et ce sera déjà jeudi. Match à suivre, bien évidemment, sur nos antennes. On avance très rapidement sur le conducteur après la revue des titres. Il est 7h03. Messieurs, très rapidement, sur l'enseignement supérieur. C'est important qu'on en parle, la recherche et l'innovation qui a donc finalement réuni tous les acteurs. Le ministre, j'allais dire, on nous annonce 7 mesures importantes pour un pacte de performance, des années normales finalement, des années universitaires. C'est ce que les acteurs attendent dans tous les cas. Plus de chevauchement quand on parle des années universitaires, des infrastructures qui vont être finalisées, le recrutement d'enseignants et de personnel administratif, les inscriptions qui vont pouvoir démarrer le 21 octobre, les bacheliers qui vont être orientés à partir du 19 octobre, tout en plan stratégique pour remettre les choses à leur place, j'ai envie de dire. Hassan. À l'endroit. On va oui, dire merci. parce que, comme le Djubanti, quoi. J'ai vu le titre du quotidien qui parle de l'année universitaire, le Djubanti à l'université, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a plus des années universitaires normales. On commence en avril, on termine en décembre, on ne sait plus, voilà, ce n'est plus ce que ça a été. Et j'ai appris hier avec le séminaire de l'enseignement supérieur que ça avait des effets financiers, en tout cas très importants, parce que ça faisait perdre à l'État du Sénégal près de 40 milliards. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Voilà, donc je pense qu'il était temps quand même de passer à ça. Je n'ai pas compris pourquoi depuis 10 ans on n'arrive pas à stabiliser ce dérèglement qui porte préjudice aux étudiants aussi. Banmo, Idil René, allez-y. Par rapport à ça aussi, juste pour donner un exemple, un étudiant qui est là, qui fait une première année, il préfère perdre sa première année pour aller faire une première année ailleurs parce qu'il se dit qu'ici, on ne sait pas quand est-ce que débute l'année, quand est-ce qu'elle termine, et ceux qui sont partis le devancent. Donc lui, il préfère partir. J'ai vécu ça avec des amis qui sont partis parce qu'ils se disaient que là, on ne sait plus dans quelle année académique qu'on est et tout. Il y a beaucoup de retard. Abdou Diouf Junior. Mon avis sur la question, c'est que ça a débuté pratiquement avec nous, au début des années 2000, à l'université, où il y avait des perturbations. Il faut le dire aussi, ce sont ces perturbations-là qui ont impacté les différentes années. Et plus on grignote, plus voilà, on avance sur l'autre année et finalement, ça devient ce que c'est actuellement à l'université. C'est ça, c'est ce que je disais à Hassan hier quand on échangeait. C'est évidemment un secteur, l'éducation et l'enseignement supérieur, c'est des secteurs qui sont souvent très perturbés, je vais le dire ainsi. Et finalement, ça agit sur le calendrier universitaire et scolaire aussi. Pratiquement, c'est pratiquement toute la vie socio-économique, parce qu'on connaît l'importance de l'université dans la bonne marche d'une
Donc si l'université est perturbée, forcément, cela rejaillit sur tous les autres secteurs. Et pendant 10 ans, on était pratiquement sur un cycle infernal. Et voilà, d'un calendrier bouleversé, voilà, chamboulé. Tout le monde était un peu comme qui dirait perdu dans cette affaire-là. Moi, mon jeune frère qui est à l'université de Bambey, des fois, je me dis, mais Aziz, vous en êtes à votre troisième année ou bien à votre deuxième année finalement? Il me dit non. Et pourtant, machallah, bon, je dis, ouais, il n'a pas encore redoublé. Je ne lui souhaite pas. Mais il me dit non, je suis toujours à ma deuxième année. Mais moi, je me perds. Parce que nous, quand on était étudiant, au mois d'octobre, on recevait nos craies. Si vous avez la chance d'avoir une, de codifier, vous avez votre craie, vous receviez votre craie dès le mois Effectivement. Et on filmait d'ailleurs, en rentrant précipitamment à Thiès ou bien je sais pas ailleurs, pour dire voilà, notre craie entre de chambre d'université. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont plus ce privilège, c'est compliqué. Et donc vraiment, c'est une excellente nouvelle et cela demande aussi qu'il y a de la volonté. Et qu'avec de la volonté, on peut brutalement donc, bouleverser, disons, relever des défis qui semblaient Effectivement. Voilà. Et puis, évidemment, saluer aussi cette démarche du ministre Abdourahmane Diouf. On n'est pas surpris dans le gouvernement. En tout cas, dans ce premier gouvernement, c'est l'un des profils sur lequel tout le monde est d'accord en se disant que c'est vraiment la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et avec ses initiatives, il le prouve d'ailleurs. On souhaite plein succès justement à ce plan stratégique. Et le recrutement de 2000... Voilà. Donc, 1500 enseignants et personnel administratif. Donc les doctorats, c'est pas... Donc, et bon courage aussi. Pourquoi pas. Dans tous les cas, plein succès à ce plan-là. On verra à la pratique ce que cela va donner véritablement. Allez, maintenant, chronique administration avec Hassan Sine, ou si tu préfères GovTech. GovTech, oui, comme tu veux. Pourquoi pas. Ce matin, on parle véritablement de la Société nationale en charge de la gestion des infrastructures numériques du Sénégal qui a participé à la 2e édition du GITEX Africa 2024. Et cette participation s'est faite donc à côté d'un groupe de start-up que Sénégal Numérique, puisque c'est de cette société qu'il s'agit, a accompagné en tout cas pour une participation pour montrer leur innovation et leur savoir-faire dans le domaine des technologies. Et donc c'était dans le cadre, donc, comme tu l'as dit, du GITEX. C'est la 2e édition à Marrakech au Maroc. Le GITEX global se déroule à Dubaï, mais le GITEX Africa se déroule en tout cas depuis l'année dernière au Maroc. Et donc c'était une belle occasion pour montrer son savoir-faire et également mettre en avant les innovations au niveau du Sénégal. Donc c'est pour ça que je vous propose dans cet extrait de suivre 2 représentants de start-up que Sénégal Numérique a accompagnés lors de ce salon. Il s'agit de Maguette Niang de Sunutrip dans tout ce qui est tourisme et voyage. Et également Cheitou, que vous connaissez bien avec le robot, donc Cheitou de Dust University. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Sunutrip, où on organise des activités sur le Sénégal et sur le Maroc et des circuits touristiques. Alors, par rapport à nos dernières actualités, donc actuellement notre équipe est en cours de formation, donc on est une équipe de 5 personnes. Et aussi actuellement, on a commencé à proposer des activités au Maroc, aussi au Cap-Vert et en Côte d'Ivoire. Donc pour le GITEX actuellement, nous recherchons des investisseurs. Donc, on a rencontré quelques personnes qui vont nous accompagner. Et aussi, on cherche à faire des partenariats avec d'autres entreprises dans le tourisme qui sont présentes au GITEX. Cheitou, c'est une plateforme cloud robotique qui permet à des acteurs de pouvoir accéder à des circuits d'automatisation, de pouvoir contrôler à distance, surveiller des robots, des assets, des objets connectés, de pouvoir collecter de la donnée, faire du traitement de données directement sur la plateforme. Aujourd'hui, nous sommes là pour montrer nos nouvelles innovations, pour networker, pour parler à des potentiels investisseurs, des potentiels acteurs. Et nous sommes ravis du déroulé de l'événement et nous espérons être encore là une prochaine fois pour montrer encore plus, mais aussi représenter le Sénégal et l'innovation sénégalaise. Allez, ça c'est très bien. On va saluer évidemment cette initiative et cet accompagnement aussi. Maintenant, on va écouter Fatou Camara, c'est ça? Oui, Fatou Camara, c'est la coordonnatrice donc, du pôle coopération et partenariat de Sénégal Numérique SA qui a un peu était à l'avant-garde dans cette participation de Sénégal Numérique SA. Une participation qui n'était pas... la participation du Sénégal Numérique SA s'est faite en tout cas dans le cadre surtout d'une association africaine qui regroupe toutes les agences en charge de la technologie et de l'informatisation dans les États.
En gros, il y avait 1500 participants et 130 pays représentés. Je vous propose d'écouter Fatou Camara sur l'objectif visé par Sénégal Numérique en participant à cette activité. Le GITEX, c'est vraiment le rendez-vous de la technologie. Et Sénégal Numérique a vraiment été très bien servi. On a eu la possibilité d'envisager de nombreux axes de partenariat et dans de nombreux domaines. Qui vont de l'intelligence artificielle au déploiement de nouvelles infrastructures qui viendront renforcer celles dont on dispose déjà. Nous sommes en train d'envisager de nombreux partenariats dans différents domaines et dans différents sectoriels qui vont de l'énergie au data center, au SOC, mais également sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Tout cela nous permettra, nous, de renforcer nos infrastructures, de les mettre aux standards internationaux, aussi bien pour le bénéfice de l'administration et donc des collectivités locales, mais également pour le secteur privé, les sociétés et les start-up. Voilà, cela leur permettra d'acquérir vraiment à des conditions préférentielles toutes ces infrastructures en vue d'augmenter leur compétitivité sur le plan, disons, continental, mais également international. Pour l'aspect numérique. Allez, retour en plateau. J'ai beaucoup de questions pour toi, Hassan. Mais, même hors antenne. Même hors antenne. Le débat continue, évidemment, sur le plateau. Quel est l'intérêt, justement, de manière générale, pour nos petites start-up, mais aussi pour une société telle que Sénégal Numérique, elle l'a expliqué tout à l'heure, de participer à ce genre de rencontre? Est-ce que finalement, c'est tout bénef pour vous? C'est exactement cela. Si je vous dis un peu le type d'invité qui est sur place, c'est-à-dire les investisseurs, vous avez aussi des sociétés nationales, vous avez des multinationales, vous avez surtout des start-up. Donc, les start-up sont à la recherche d'investisseurs. Les sociétés sont à la recherche de partenaires, mais aussi d'investisseurs. Et donc, tout ce beau monde se retrouve pour échanger. Donc, chaque structure occupe son stand et expose donc, en tout cas ses produits, ses services et ses attentes en quelque sorte. Et donc les gens qui font les visites des investisseurs, les visiteurs, les délégations et tout cela, donc ils font le tour des stands pour essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent trouver un partenariat, où est-ce qu'ils peuvent investir. À côté, il y a aussi des colloques, des séminaires et des panels qui se déroulent pour discuter d'un certain nombre de thématiques. Aujourd'hui, cette année en tout cas, il était beaucoup question d'intelligence artificielle et de la santé numérique. Donc il y a pas mal de panels qui ont porté sur ce sujet-là. Et c'était également l'occasion de tenir la rencontre du CAITA. Le CAITA, c'est le Conseil des agences en informatique et technologie de l'Afrique. Et donc, ces agences se sont retrouvées, donc ils ont élu un bureau dirigé par le Maroc. Le Maroc qui a une société nationale en charge du numérique qui s'appelle l'Agence de développement du digital, l'ADD, qui a d'ailleurs signé une convention de partenariat avec Sénégal Numérique SA, Fatou en a parlé tout à l'heure, et ainsi que Elm. Elm, c'est aussi une entreprise saoudienne de solutions numériques qui accompagne Sénégal, qui a décidé en tout cas à travers un partenariat aussi d'accompagner Sénégal Numérique SA dans la mise en place d'un centre d'archivage électronique au Sénégal. Très bien. La réaction de nos invités justement sur ces rencontres, ces séminaires qui sont organisés, et même j'ai envie de dire au-delà, parce que ce n'est pas seulement chez nous, c'est un tout petit peu partout dans le monde, que ces séminaires, rencontres, je cherche des mots pour pouvoir dire ça, au-delà de rencontres et séminaires. Qu'est-ce que je peux dire, Hassan? Salon. Salon, voilà, exactement. Merci de nous sont organisés. Est-ce que véritablement il y a des bénéfices, des avantages certains à participer à ce genre de rencontre où on se retrouve, on discute et puis après c'est juste des échanges par-ci par-là? Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'il y a des avantages parce que quand il s'agit d'échanges, chacun amène son expérience. Et là, on se développe plus. Maintenant, ces salons-là, les objectifs sont bien définis. Donc, c'est aux acteurs même de se dire, oui, on fait ces salons, mais il faut que ça profite aussi à tout un chacun.
Abdou Diouf Junior, je suis un peu bon. Allez, sceptique. Allez-y. C'est ça, effectivement. Oui. Moi, je pense personnellement que ce sont des rencontres comme ça qui sont pleines d'espoir, parce qu'il y a à chaque fois soit des entreprises, soit des privés, soit des nationaux, des instituts nationaux ou des institutions nationales, des directions de l'État, ainsi de suite, qui profitent de ces opportunités pour signer des accords, signer également des conventions avec d'autres qui en ont besoin. Et je pense que ce sont des opportunités d'affaires qu'il faut tout le temps essayer de saisir. Souvent, on ne voit pas l'intérêt tout de suite. Des séminaires tout frais payés ou des voyages tout frais payés. C'est ce que je veux dire en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des voyages tout frais payés. C'est véritablement, exactement. Ce n'est pas juste des voyages pour aller découvrir le pays, se balader un peu, des voyages tout frais payés. Après, je pense qu'il y a cette question-là à régler, Sarah, parce que si je prends l'exemple des COP, par exemple, on trouve des personnes qui n'ont absolument rien à faire là-bas, je suis désolé de le dire comme ça, des personnes qui n'ont absolument rien à faire là-bas, qui n'apportent rien à l'État qui les a amenés, qui n'apportent rien aux acteurs qui échangent sur des questions qu'ils maîtrisent. Mais voilà, il faudra peut-être gérer également ces délégations-là. Le choix justement des personnes qui participent. Parce que parfois on laisse sur place les bonnes personnes et dans la délégation, on ne sait pas qui part. Mais on a vu, il a parlé de ces fameuses COP-là. Oui. La COP 21, je ne sais pas moi, mais on a vu on a vu des influenceurs à ces grandes conférences mondiales. De plus en plus d'ailleurs, on voit des influenceurs. C'est plus des influenceurs que des sachants. Et donc, est-ce que cela profite vraiment au pays alors qu'ils y vont avec nos maigres ressources publiques? Je pense que le sujet a été abordé avec beaucoup de courage, d'ailleurs, dans le domaine, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, par notre invité, l'organisateur de la FIARA, Pape Abdou Fall, qui était revenu un peu sur la plus-value de ces grandes conférences-là, de ces grandes foires ou de ces grands salons, qui ne profitent en vérité aucunement au Sénégal. Parce que beaucoup de nos officiels, je ne jette pas l'anathème, mais beaucoup de nos officiels, écoutez, sont prompts à aller participer à un salon de l'agriculture de Paris, plutôt que de faire le détour ici du côté du CICES pour encourager nos producteurs. Je peux vous assurer que les gens se battent dans les ministères, pour poser la question à qui vous voulez, les gens se battent dans les ministères pour pouvoir participer à ces rencontres, sans rien apporter à la délégation. Donc je pense que c'est des questions qu'il faudra aborder avec beaucoup de courage. Le choix des personnes qui vont participer à ces événements-là, et qu'on assigne à chacune de ces personnes-là des objectifs. On ne peut pas aller avec l'argent du contribuable. C'est ça. Faire du tourisme à Paris, faire du tourisme à Londres, Paris, à Londres. Moi j'allais parler de l'exposition universelle. On y a participé aussi. Mais véritablement, il y a eu dans cette délégation aussi. Mais c'est incroyable. Mais c'est comme lors de la dernière CAN. Lors de la dernière CAN, avec notre délégation pléthorique, plus d'une centaine d'invités pris en charge. On dit prise en charge par le ministre. Non, je suis désolé, ce n'est pas le ministre qui les a pris en charge, c'est nous. Non, c'est nous qui les prenons en charge. C'est nous. Quand vous percevez votre salaire là, mais regardez bien la partie imposition. Donc vous y avez contribué. Et on laisse ici au pays des gens qui auraient pu apporter quelque chose, par exemple, à notre staff. Ils sont laissés à quai. Au profit de qui? De gens qui n'apportent absolument rien du tout au pays et qui y vont. Mais je pense que dorénavant, de telles pratiques vont cesser et qu'enfin qu'on puisse avoir des délégations de qualité qui retournent au pays pour au moins en faire profiter de cette expertise emmagasinée. Parce que le but du jeu pour moi, c'est d'y aller, de nouer des contacts, d'avoir de l'expertise, de revenir et de dupliquer cela au pays. Mais faites le bilan de tous les salons d'agriculture, je ne sais pas, de Paris, auxquels le Sénégal a participé, et quelle est l'incidence de cela positivement sur notre agriculture à nous. Mais l'incidence est nulle, vraiment nulle. Alors donc, pourquoi y aller toujours avec nos ressources publiques et tout cela? Je pense que ça, c'est des choses à revoir et déconstruire vitalement cette image que l'on a de ces grands salons-là. Si ça ne profite pas au pays, mais on y met fin. Je tenais à poser absolument le débat. Ceux qui sont organisés ici sur le territoire national. Parfaitement d'accord. Par rapport maintenant à l'autre aspect sur le plan du soft power, aujourd'hui, le Maroc se positionne davantage. Oui, c'est la deuxième fois qu'ils accueillent ce salon. Parce qu'en accueillant de tels événements, par rapport à votre rayonnement sur l'international, vous vous positionnez. Parce qu'ils ne le font pas comme ça gratuitement pour nos beaux yeux. Non. Du tout. C'est bien réfléchi. Quoi. Et le Sénégal pourrait peut-être s'inspirer. C'est chez eux aussi, véritablement. C'est ça. Mais pour ce salon, pour ce JTEX, c'est ça? JTEX, autant pour moi, Sénégal numérique, qui est allé avec 2 startups. Non, avec 6 startups. 6 startups, d'accord. 6 startups, je peux les citer. C'est à Sunutrip, il y a DOS, il y a Assuraf, Adafri,
SN Startup surtout, et d'autres structures de l'État comme l'ex-PTN qui s'appelle désormais Sénégal Connect Park, était également de la partie, ainsi que le ministère en charge de la fonction publique et de la réforme du secteur public. Cette dernière partie du nom du ministère justifie la présence du ministre qui a dirigé donc la délégation sénégalaise et avec à côté de l'ambassadrice du Sénégal Très bien. à Rabat, Madame Seynabou Dial, une vieille connaissance de Ibrahim Mboub et de moi-même. Merci mon cher Hassan. C'est de Babacar Sarr qui habite actuellement à Marrakech. Babacar Sarr de Médina Fall. 7h28. Merci beaucoup mon cher Hassan. On avance maintenant après ce sommet JTEX avec Sénégal Numérique et ça. On va passer à la première partie de la rubrique invité et c'est juste après ceci. Il y a du changement. C'est l'invité, tout simplement. Merci pour ce changement. Hein. Cela nous sort de l'ordinaire. Et donc, pour bien introduire notre première invité, honneur aux dames, Abdou, Monsieur le Président ne dira pas le contraire, c'est un bon Sénégalais très gentleman, voilà. Donc, il maîtrise bien les codes donc, voilà, de l'élégance, de la galanterie. Et donc, nous allons consacrer ces premières minutes à notre première invitée, Madame Ban Odile René Sadio. Je rappelle qui est responsable donc genre et équité de l'inspection d'académie de Dakar qui se dirige vers la première édition de cette journée des sciences. Voilà, tout simplement, une journée des sciences. Donc c'est comme qui dirait véritablement une façon pour l'inspection d'académie de booster, de développer voilà, l'enseignement des sciences et de faire tout pour que les élèves puissent choisir véritablement sans aucune crainte voilà, les disciplines scientifiques. Et pour participer à de telles manifestations, mais une participation qualitative, il nous faut véritablement voilà, beaucoup de scientifiques. Donc comme voilà, cela démontre encore une fois la pertinence véritablement donc, de l'initiative. Mais pourquoi vous avez attendu maintenant, en 2024, pour enfin penser à l'organisation d'une journée voilà, des sciences, Madame Sadio? Merci beaucoup. Donc, en fait, là, la journée des sciences, c'est juste l'appellation. Oui. C'est à cause de l'appellation qu'on l'a appelée la première édition. Ah, ok. Mais ça a toujours existé. Depuis 2011, il y a le ministère qui a initié le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. Ouais, ça, on savait. Voilà. Miss Mathématiques, Miss Sciences. Miss Mathématiques, Miss Sciences. Ensuite, il y a eu aussi les Olympiades de mathématiques. Et cette année, on s'est dit pourquoi pas faire une fête des sciences en mettant Miss Mathématiques, Miss Sciences et Olympiade, en alliant les deux. Okay. C'est pour cela qu'on a cette année la fête des disciplines scientifiques. Okay. Puisqu'on est au niveau des écoles, l'académie, là, nous parlons plus des disciplines scientifiques qui vont amener autre chose comme la tech. Comme la tech. Si, on en a besoin. Il faut quand même corriger ce déséquilibre-là noté dans notre système éducatif avec la portion congrue réservée donc, aux matières scientifiques. En termes d'effectifs, je veux dire. Hein. Voilà, donc l'État est sur cette dynamique et vous l'encouragez avec une telle initiative. Mais alors, je pense quelque part aussi, c'est parce que c'est le genre en fait, qui s'est un peu investi dans cette organisation. Parce que le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences, c'est vrai, on en parlait bien souvent. J'ai taquiné nos invités en leur disant, mais vous êtes un peu dans l'exclusion ici. Hein? Voilà, les garçons ne sont pas concernés. Or, ici, dans ce cas pratique, tout le monde est associé donc, à ce concours. Est associé. Et c'est ça l'avantage véritablement. Effectivement. Donc, c'est vrai que le concours, c'était pour amener plus les filles à ne pas avoir peur des disciplines scientifiques. Mais on s'est dit aussi, avec l'inclusion, l'équité, les garçons aussi, il ne faut pas qu'on les laisse en rade. Parce qu'à un certain moment, ils décrochent parce qu'ils se sentent lésés. Donc, il faudrait qu'on mette tout ce beau monde-là, qu'on essaie d'équilibrer pour que les élèves n'aient pas peur des disciplines scientifiques. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, vous êtes enseignante de formation, je le rappelle, selon vous, cette peur que les élèves ont à faire des séries scientifiques qu'est-ce qu'il expliquerait? Ils sont plus prompts à choisir les matières littéraires que les séries scientifiques. C'est ce mur de verre. Oui, c'est vrai que ce qui explique, d'abord, il y a la société. Oui. Il y a les stéréotypes liés au genre.
Il y a tout ça qui font que les filles, d'abord, avaient peur des disciplines scientifiques, mais maintenant, on voit que de plus en plus, elles osent. Elles osent. Ouais. Et ça, on peut dire que c'est à cause de ces concours-là qui ont permis aux filles de se dire pourquoi pas. C'est vrai, en tout cas, c'est ce que révèlent les chiffres sur les grands concours nationaux concernant les disciplines scientifiques. Souvent, ce sont les dames qui sont au devant. Et cela démontre que, mises dans les mêmes conditions que les garçons, les filles peuvent bel et bien exceller dans les matières scientifiques. Hassan? C'est vrai que c'est difficile à l'école élémentaire de faire comprendre à un élève qu'avec des X, des Y et des chiffres, vous allez devenir quelque chose. Mais bon, après, je pense que les sciences et les maths liées à l'informatique ont déjà prouvé en tout cas leur utilité pour les carrières professionnelles, en tout cas de ce qu'on appelle les scientifiques. Mais pourquoi cette inversion de la tendance entre les élèves, les femmes, les filles et les garçons? Parce qu'actuellement, comme l'a dit Aline Badara tout à l'heure, il y a plus de filles qui sont dans les sciences que les garçons maintenant. Est-ce qu'il ne faudrait pas organiser, je ne sais pas moi, des initiatives pour scolariser les garçons les mathématiques? Non, pour ce qui s'agit de la scolarisation, garçons comme filles, je pense le ministère en est à l'instant T au maintien et à la qualité. La scolarisation, le Sénégal a quand même, voilà, c'est réglé. C'est vrai qu'il y a quelques poches de résistance, mais on peut parler aujourd'hui du maintien et de la qualité de l'enseignement. Maintenant, les filles, pourquoi le déclic? Il y a eu le déclic. Elles se sont dites que donc c'est possible, elles y vont, mais il y a les chiffres du baccalauréat. Si on regarde par rapport aux leaders, par rapport aux femmes qui tiennent des postes, qui font des métiers, les métiers scientifiques dans les STEAM, il n'y en a pas beaucoup. Où se trouve le problème? À notre niveau, jusqu'au baccalauréat, là, nous avons dans les 29% de bacheliers scientifiques, il y a 53% de filles. Maintenant, ça veut dire qu'il y a plus de filles. Maintenant, pourquoi après, dans les études supérieures, on ne trouve pas beaucoup de femmes voilà. Donc là, je pense que... Quelles seraient ces contraintes auxquelles je parlerai, je vais dire au ministère de l'Enseignement supérieur d'étudier, de faire une étude pour voir parce que le ministère de l'Éducation nationale a travaillé jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Après, voilà, où se trouve le problème au niveau de l'enseignement supérieur. Voilà. Il y a matière à réfléchir, évidemment. Bon, peut-être que ce sont aussi les contraintes, vous parliez de société, les contraintes sociales qui font que à cet âge, beaucoup de filles déjà sont mariées. On commence déjà à se dire... À partir du bac, généralement, c'est à ce moment-là que l'on pense au mariage, surtout chez les parents. Surtout que beaucoup de parents sont encore réfractaires à l'idée de laisser leurs filles aller dans des internats ou à l'étranger pour étudier. C'est vrai, il y a ça aussi. Parce que l'enseignement supérieur, l'université, c'est ça. Il faut partir, il faut aller vivre seul, il faut quitter la maison et parfois ça peut, chez certains parents, créer une certaine psychose. Moi, je voudrais qu'on revienne justement sur l'organisation de ce concours-là. Concrètement, comment est-ce que les choses vont se passer? D'accord. Les choses se sont passées. Il reste juste la cérémonie de remise de prix au niveau académique. Après, il y aura la remise au niveau national. Donc nous, ici à Dakar est un peu spécifique parce que la région de Dakar comporte 3 académies, Rufisque, Pikine Guédiawaye et Dakar. Et là, nous faisons une coordination pour l'organisation de ce concours. Cette année, c'est l'IA de Pikine Guédiawaye qui a organisé, c'est-à-dire que c'est à leur niveau que les épreuves se font. On fait une coordination, il y a les épreuves qui nous viennent des professeurs. Ensuite, on envoie à Pikine Guédiawaye
qui envoie au CRFPE, le Centre régional de formation des personnels enseignants. Et là, avec les inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire aussi, il y a une commission qui se fait pour valider les épreuves à administrer. Et que disent les résultats? Les résultats, cette année, nous sommes satisfaits des résultats. Voilà, la première en Miss-Sciences a eu 17 de moyenne. Oui. Et la Miss-Sciences, il faut dire que ce sont les 3 disciplines. Mathématiques, SVT et sciences physiques. Et pour ces 3 disciplines, il faut avoir 14 de moyenne dans chacune de ces disciplines. Et avoir au moins 17 ans pour pouvoir participer à ce concours. Okay. J'espère que le jeu en vaut la chandelle. En termes de prix, voilà, de gratification. Ça, oui. Et il pourrait s'attendre à quoi, les récipiendaires? Et puis, est-ce que déjà également les partenaires sociaux, les partenaires de l'école naturelle, les partenaires naturels de l'école sont à vos côtés? Oui, nous avons des partenaires qui sont à nos côtés. J'en profite pour citer quelques-uns. Normalement, Sénégal numérique aurait dû être l'un des premiers. Sénégal numérique, cette année, on ne l'a pas vu. Mais je pense que voilà. Des ordinateurs, je pense que c'est ce que l'on attend de Sénégal numérique. Et puis, ce n'est pas trop tard. La cérémonie se tient demain. Mais d'habitude, on recevait un courrier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sénégal numérique, c'est un grand partenaire. Vraiment, voilà, ils nous ont beaucoup accompagnés. Mais les cadeaux seront vraiment... Mais les cadeaux seront vraiment consistants. Oui, j'imagine, les cadeaux. Les cadeaux, oui, on fait avec ce qu'on peut, mais on aura quand même des cadeaux significatifs, genre des ordinateurs pour les Miss. Et les différents partenaires qui vous ont aidé, on vous a coupé un peu lors de votre... Le FD Sud, il y a Dakar Institute of Technology, c'est une école de l'intelligence artificielle. C'est bien. Il y a aussi le 3FPT, le Fonds pour la formation professionnelle. Il y a le PF2E qui s'occupe de la formation duale, école-entreprise. Il y a aussi nos écoles privées de Dakar et à Loire. Voilà, je pense que... Vraiment, donc finalement, vous avez été bien épaulé. Merci. On a été bien épaulé. En attendant le grand partenaire. Voilà, le grand partenaire. Vous restez en plateau avec nous, 7h33. Merci beaucoup, madame. On va souffler maintenant avec le clip du jour. Dans un petit moment, le bulletin d'info sur ce plateau ici. Voici maintenant le bulletin d'info. Dans un petit moment, on vous retrouve pour la suite. Restez avec nous. Une nouvelle ère se dessine pour les universités sénégalaises. Le séminaire national du ministère de l'enseignement supérieur de la course. L'icône programme vous permet la consultation des programmes de course à travers l'icône parier ici. Accédez aux différentes offres de PMU. Pour élaborer votre combinaison, appuyez simplement sur les numéros de chevaux partants. Cochez CC pour la combinaison complète. Le calcul du coût de la combinaison se fait automatiquement par l'application et le paiement intervient sur un simple clic du bouton valider. L'icône image de la course permet de visualiser les courses en direct sur votre smartphone ou ordinateur. L'icône cagnotte vous affiche la cagnotte du jour. Une notification vous informe de la publication des résultats et des montants payés pour chaque type de pari. L'icône Mes combinaisons enregistre et affiche vos combinaisons. Elle vous permet aussi de modifier vos combinaisons avant la course et de voir vos gains à la publication des résultats et des rapports. La rubrique Journal d'information vous informe sur l'actualité de la LONASE et les événements spéciaux. PMU Sénégal est aussi accessible par Internet. Tapez simplement sur votre navigateur pmusénégal.sn. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouez au PMU reste une affaire de grand. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Et nous entamons le dernier virage de cette émission. Nous interrogeons maintenant Abdou Diouf Junior, président de l'association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement. Alors, monsieur le président qui reprend tout son pouvoir, Abdou Diouf Junior, qui est là en sa qualité de président de l'association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement, de vastes sujets, des sujets qui nous parle, parce qu'il est question véritablement de l'avenir du Sénégal et du monde, parce qu'ici-bas, il y a tellement de menaces qui pèsent sur nous qu'il faudrait véritablement que chacun puisse y mettre du sien pour préserver cet environnement, surtout pour que
les générations futures puissent bénéficier des ressources extractives. Et nous également. On attend par exemple ici au Sénégal la première production de barils qui permettrait de gonfler nos poches. On peut lorgner une éventuelle augmentation des salaires avec ce premier baril tant attendu par le Sénégal. Mais pour cela, il faudrait que les ressources soient équitablement partagées. Et c'est donc la mission que vous êtes assignée dans le cadre donc, de ce forum, pas de ce forum, de cette association qui regroupe donc tous les journalistes environnementalistes du Sénégal. Et donc le prétexte de votre venue reste la célébration, je pense, ce mercredi, voilà, de la journée mondiale de l'environnement. Mais alors, comment comptez-vous vous positionner dans ce secteur-là où les enjeux sont extrêmement importants ici au Sénégal, surtout qu'on est à quelques mois voilà, du premier baril, Abdou? Merci beaucoup Aline Badra, merci à tous ceux qui regardent la RTS ce matin et qui prennent, je l'espère bien, leur quinquilibre tranquillement dans leur salon. Je voudrais juste leur dire que si cette tendance se poursuit, peut-être qu'on n'aura plus de quinquilibre à prendre le matin. Et si cela ne vous effraie pas, si cette tendance se poursuit, peut-être qu'on n'aura plus la tranquillité en tant qu'individu de vivre sur cette terre-là. Bien sûr. Il y a des prévisions beaucoup plus alarmantes, mais on est le petit matin, il ne faudrait pas beaucoup effrayer les halpes-là. Donc, je vais m'en arrêter là. Et c'est important ce que vous dites. Nous positionner, ce serait peut-être penser qu'on a un avantage particulier à avoir par rapport à cette situation. Mais oui, comment nous comptons jouer notre partition dans cette problématique qui interpelle le monde entier. On en parle partout, on en parle tout le temps. Nous, on en parle depuis quelques années. Il y a des aînés qui sont passés par là, qui ont également parlé d'environnement. Mais nous, on a essayé d'associer les deux secteurs, environnement et industrie extractive. Parce que l'Agitrex, créé en 2017, son rôle, c'était de parler uniquement de la gouvernance des ressources extractives. Après, il y a eu nos amis, nos collègues Youssouf Bodian et les autres que vous connaissez, Ibrahima Pabidjeyou qui fait un excellent travail à la RTS, qui ont créé l'association des journalistes qui travaillaient essentiellement sur l'environnement. Alors nous avons pensé que l'environnement étant un secteur transversal qui va être carrément impacté par l'industrie extractive, nous avons pensé qu'il était nécessaire quand même de travailler ensemble. C'est comme cela que Agitrep est né. Donc, et notre position, c'est une position qu'il faudra saluer et assumer. Nous saluons cette position-là et nous appelons tout le monde à accompagner cette position parce que simplement, on l'a dit tout à l'heure en plateau, en off, il faudrait que nos rédactions prennent en charge cette problématique. Parce que simplement, le journaliste est un acteur clé de cette lutte contre la coupe de bois qu'on a vu, le trafic de bois que nos confrères de Sud Quotidien ont évoqué ce matin, mais également un moyen important de sensibilisation pour avoir des résultats comme celui obtenu par Ibrahima Pabidjeyou et les autres de la commission de Matam qui se sont battus depuis des années. En 2022 déjà, il avait fait un excellent dossier là-dessus qui a peut-être sensibilisé les autorités et qui les a poussés à classifier cette forêt de Matam qui fait plus de 1000 et quelques hectares. C'est donc salutaire. Voilà le rôle du journaliste. Alerter pour que les bonnes pratiques soient plutôt alerter pour que les mauvaises pratiques soient abandonnées, mais également sensibiliser pour que les bonnes pratiques soient adoptées au profit de tout le monde. Voilà. Donc c'est le positionnement en tout cas que vous comptez adopter dans cet environnement-là où les enjeux sont énormissimes. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de transparence. D'ailleurs, le Sénégal a mis sur pied ce mécanisme-là qu'est l'ITI. On n'est pas le seul pays à l'avoir adopté, mais par rapport aux résultats obtenus jusque-là, êtes-vous rassuré? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour que la transparence soit réellement de mise dans l'industrie extractive ici au Sénégal? Parce que c'est vraiment le principal reproche que l'on fait en Afrique dans ce domaine-là. Ce qu'il faudrait améliorer, heureusement, que l'ITI en parle à chaque fois dans ses rapports, dans sa partie recommandation. Il y a plusieurs points qu'il faut revoir, notamment de la part des gouvernants, de la part des parties prenantes, que ce soit la société civile, que ce soit les industries, le privé, national comme international. Donc, ces points d'amélioration sont contenus dans tous les rapports de l'ITI depuis qu'on a commencé à publier des rapports au Sénégal.
Donc je pense que cette problématique mérite que tout le monde s'arrête 1 minute pour réfléchir sur notre avenir. On a deux enjeux majeurs qui sont presque en conflit. L'enjeu lié à l'industrie extractive, qui est pour nous un moyen de développement en tant que pays africain sous-développé, et qu'il faudra donc trouver ce moyen-là d'utiliser ces ressources pour se développer. Il y a l'enjeu environnemental également, quand on sait que l'industrie extractive est une industrie qui est naturellement polluante. Donc, il faudra trouver le juste milieu. Et je pense que le Sénégal a fait des efforts là-dessus, à travers ces différents codes. Il faudra peut-être améliorer le code de l'environnement pour prendre en charge certaines questions liées notamment au secteur des hydrocarbures. Mais, comme vous dites, il y a cette transparence-là vers laquelle on tend. Parce qu'il y a quelqu'un qui aime dire la transparence, c'est un idéal. C'est un processus qu'on démarre, mais qu'on suit progressivement sans jamais l'atteindre à 100%. Mais quand même, on a fait des progrès depuis l'arrivée de l'ITIE, qui a été certifié à 2 reprises comme étant, en tout cas, une structure, celle du Sénégal, qui est assez performante et qui a suivi toutes les normes, en tout cas, requises par l'organisation, qui est une organisation internationale et qui fait intervenir ou qui intervient dans plusieurs pays à travers le monde. Alors, généralement, on a comme l'impression aussi, surtout parlant de notre continent, que les majors, ces grandes firmes internationales-là, débarquent en Afrique en terrain conquis. Ils ont pratiquement tous les droits, mais aucun devoir envers les pays d'accueil, qui leur font quand même profiter de leurs énormes ressources. On a vu dernièrement cette descente du ministre de l'énergie, Birame Souleye Diop, avec d'autres ministres bien sûr du gouvernement, sur place, sur zone à Kédougou. Je crois qu'une telle démarche quand même devrait davantage nous rassurer, nous Sénégalais. Vous qui êtes au cœur de, de ce secteur-là, de ce domaine, qu'est-ce que cela vous inspire? Le discours, vous l'avez entendu? Oui, j'ai entendu le discours, je l'ai aimé, je l'ai apprécié, positivement. Voilà. Parce que simplement, il y a disons, il y a ce discours-là qui manquait un peu. Il fallait un peu secouer le cocotier, comme on dit. Parce que généralement, comme vous dites, les multinationales, quand elles débarquent pas forcément en terrain conquis, mais elles débarquent sur des zones où il y a quand même de l'espoir de faire de bonnes affaires. Mais qui va faciliter cela, qui va rendre cela difficile? C'est l'autorité. C'est l'autorité qui négocie les contrats, c'est l'autorité qui décide de comment cette exploitation-là va se faire. Et donc, c'est à l'autorité de prendre son courage à 2 mains et de mettre en avant l'intérêt de la nation. Et je pense que ce discours de M. Birame Souleye Diop à Kédougou, avec Sored Mine, c'est un discours qui a été très, très bien apprécié. Parce qu'il faut le dire, Sored Mine, c'est une société nationale, détenue par des Sénégalais, qui sont connus, qui ont leur famille ici et tout. Est-ce qu'on devrait laisser des Sénégalais traiter leurs concitoyens à la limite comme façon, des esclaves des temps modernes? On ne peut pas le faire. Et la pédagogie par l'exemple, je pense que c'était ça surtout, la pédagogie par l'exemple. Dire aux Sénégalais, ce n'est pas parce que vous êtes Sénégalais qu'on va vous laisser faire tout ce que vous voulez. Et donc, aux autres, préparez-vous parce que aussi, si je suis capable de faire ça avec les Sénégalais, eh bien, tenez-vous bien que je ne suis pas prêt à... Cet aspect-là, on ne l'avait même pas intégré dans notre raisonnement. Effectivement. Hassan. Je pense que c'est à prendre en compte aussi. Je reviens sur la visite dont tu as parlé tout à l'heure à Alioune Badara, parce que avec cette visite, les gens ont eu l'impression de découvrir des sites qu'ils ne connaissaient pas l'existence, en tout cas au Sénégal. Est-ce que ça veut dire que votre travail d'alerte dont vous parlez et la transparence dont on parle, ça a manqué un peu? Est-ce qu'il y a des problèmes dans votre façon de travailler sur ces sujets-là? Je pense que je l'ai dit dans un forum, j'étais très étonné de voir la réaction de certaines personnes, surtout de journalistes. Et c'est vraiment l'appel que je voudrais faire. Lisez, ça ne coûte rien de lire. Il suffit juste de taper le mot de la société et vous saurez si on a écrit là-dessus, si on a parlé de cette société, ainsi de suite. Sored Mine, ce n'est pas une société nouvelle.
Sored Mine a été à plusieurs reprises cité dans les différentes publications de nos collègues qui sont à Kédougou, dans les sites internet. Sur le mauvais traitement sur le mauvais traitement. Ça a toujours été Voilà, dénoncé. et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le ministre a décidé de passé. faire une descente Effectivement. surprise, Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau également, on n'a pas eu le premier, comme on l'a dit, le premier lingot d'or sénégalais qu'on a vu, on l'a vu sous Diomaye. Même sous Diouf. Mais voilà, c'est pas nouveau. À l'époque, la mine d'or dont il s'agit, PMC, qui se trouve à Mako, à Kédougou, mais elle a été inaugurée en 2018 par le président Macky Sall. Ce qu'on devrait faire plus finalement en termes de communication. S'informer, il faudrait à mon avis que dans chaque rédaction, comme vous le faites à la RTS, vous le faites bien, vous en avez les moyens et le privilège. Félicitations pour ça. Vous êtes capable de vous déplacer tout le temps avec les différents ministres. Vous êtes partout, comme vous le faites donc à la RTS. On devrait avoir cette même facilité-là dans les rédactions du privé aussi, de pouvoir voyager avec les ministres, avec les institutionnels, pour aussi faire découvrir aux autres auditeurs. Voilà, on termine en 10 secondes. En 30 secondes, votre activité d'aujourd'hui, Abdou? Oui, on aurait dû peut-être mieux parler de cette activité d'aujourd'hui-là, qui est une conférence publique sur laquelle nous travaillons depuis quelque temps, et qui va être présidée par le ministre de l'Environnement. Et le thème, c'est l'agroforesterie, une solution à la dégradation des sols, la restauration des forêts, mais également l'autosuffisance alimentaire. Donc nous voulons donner la parole aux techniciens pour nous expliquer comment l'agroforesterie peut être en même temps un moyen de restaurer les sols, parce que simplement c'est avec ces arbres-là avec les arbres fertilitaires qu'on restaure les sols. En tout cas, c'est l'une des méthodes les plus révolutionnaires, les plus durables, mais également comment on peut, à travers la restauration de ces sols-là, multiplier ces